Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. C'est dans la quête et la lutte contre l'oppression systémique, la domination coloniale et libérale que se sont niées ou nées les relations entre Alger et Pretoria. L'un se battait contre le colonialisme français et l'autre contre l'apartheid des Blancs. En effet, dans les années 60, l'une des figures de proue ou l'une des figures de l'émancipation sud-africaine, Nelson Mandela, rejoint les rangs du FLN pour une formation politique. Pour Madiba, les résistants du FLN sont des frères d'armes porteurs d'un nouvel espoir pour le continent africain. Et dès lors, des gestes symboliques entre les deux nations qui sont en pleine construction se multiplient. Les exemples sont nombreux, pour n'en citer qu'un, celui du doctorat honorifique en littérature décerné au militant Albert Luthuli par l'Université d'Alger en novembre 1964. S'enjoignent l'action diplomatique. Comme lorsqu'en 1974, l'Algérie fait expulser les représentants du régime de l'apartheid sud-africain de l'Assemblée générale des Nations unies. Et aujourd'hui, c'est côte à côte que les deux pays se battent pour les causes justes dans le sud global, mais en Afrique en particulier. Et bien que plus de 7000 kilomètres séparent Alger et Pretoria, il est clair, cela dit, que l'amitié qui unit les deux pays, forts de leur souveraineté, ne peut flancher devant les kilomètres. Puisque d'un bout à l'autre du continent africain, c'est une nouvelle ère de la diplomatie qui s'écrit. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, il s'agira pour nous ce soir de nous pencher sur l'axe Alger-Pretoria. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Badis Renissa qui me rejoint depuis Paris, qui est expert des questions internationales. Bonsoir Monsieur Renissa, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, je vous en prie. J'aurai également le plaisir d'être accompagné de Sami Kaidi, journaliste qui nous rejoint depuis Pékin. Bonsoir Sami. Bonsoir, merci pour votre invitation. Et dans un petit moment, je serai également rejoint par Prince Koya pour cette première partie. Je commence avec vous, Badis Renissa. Alors, comme je viens de le dire dans l'introduction, l'axe Alger-Pretoria est un axe inflexible au temps, mais aussi à la géographie. Et aux yeux du monde, il se caractérise par ce soutien inconditionnel, mais c'est surtout un soutien courageux pour des pays, pour des États aux causes justes. Mais avant de développer ce soutien qui se caractérise par le soutien notamment à la Palestine et au Sahara occidental, est-ce qu'on peut revenir est-ce qu'on peut faire avec vous un point historique sur les liens forts qui unissent les deux capitales? Oui, je pense que vous l'avez à juste titre très bien représenté, très bien résumé, notamment en matière de jalons historiques. L'Afrique du Sud et l'Algérie, quand bien même sont à l'extrême d'un aspect géographique, mais ils sont très proches d'un point de vue lutte et de catalyseur de lutte contre toutes les inégalités, contre toutes les injustices dans le monde. Et cela même tire son essence et sa force de l'ADN respectif des deux pays. Vous l'avez si bien indiqué que ce soit le parcours révolutionnaire de l'Algérie, que ce soit aussi le parcours élogieux, notamment de la lutte contre l'apartheid de l'Afrique du Sud, qui a trouvé en Algérie un soutien indéfectible, un soutien très fort, puisque qui mieux que l'Algérie qui puisse comprendre effectivement non seulement un projet d'apartheid et un projet colonial à grande ampleur. Donc des convergences, je dirais, logiques, des convergences qui tirent justement leur force des relations historiques et infaillibles justement entre les deux pays, mais surtout aujourd'hui des convergences qui sont renforcées par, malheureusement, encore une fois, dans un monde qui tombe complètement en décadence, à savoir aujourd'hui avec ce génocide, qui a su, encore une fois, j'ai envie de vous dire, l'histoire se répète, et les deux États se réunissent autour d'un projet louable, honorable, qui est celui de défendre d'abord l'intérêt commun, à savoir la profondeur africaine, puisque les deux sont des États locomotives en matière justement de la quintessence du projet panafricaniste dans le bon sens du terme, mais aussi à l'aspect international, puisque tous les deux États en tout cas, jouissent d'un aura, jouissent d'une crédibilité, mais surtout aussi d'une cohérence et d'une constance au sein même de leur ADN diplomatique et relations internationales, à savoir défendre l'intérêt commun, défendre les causes justes, défendre les questions centrales qui sont celles d'aujourd'hui d'actualité, à savoir la cause palestinienne dans laquelle les deux États se sont jetés à bras-le-corps pour faire bouger les lignes, et je pense qu'on en reparlera un peu plus tard,
effectivement avec ce rendement très significatif en matière de faire bouger les lignes, mais surtout aussi de faire converger les autres États, notamment occidentaux, à travers une quête noble et louable, mais surtout une quête humaine avant toute chose. Justement, on va revenir notamment sur le point du panafricanisme et cette jonction entre le nord du continent et le sud du continent qui est très importante parce qu'on a tendance à croire que les deux parties du continent ne peuvent pas s'entendre. Prince Koya nous a rejoint. Bonsoir Prince, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Alors, bonsoir à vous. Alors, Prince, comme vient de l'expliquer donc M. Badis Renissa, il est question là d'une diplomatie humaine et d'une diplomatie de lutte. Est-ce que finalement on peut dire qu'aujourd'hui c'est ce passé de lutte qui fait que les deux capitales, dont la construction même a été faite dans la chair et le sang de leur peuple, qui font qu'aujourd'hui les liens soient aussi forts et le regard surtout aussi objectif envers les relations internationales? Tout à fait. Alger et Pretoria ont dû livrer des guerres de libération nationale pour s'affranchir respectivement de la domination, colonisation française de l'autre et d'autre côté de l'apartheid de la Grande-Bretagne, mais également des bouts, donc des ancêtres des Hollandais en Afrique du Sud. Donc ce sont des pays qui ont souffert dans leur chair. Le traumatisme, la souffrance a été transmis par les contes, par l'histoire, par les tragédies de génération en génération. Ce sont des histoires mondialement connues, des histoires de souffrance, mais également des histoires de peuples déterminés à s'affranchir, à s'autodéterminer, et qui, une fois libérés, se sont sans doute fait la promesse de lutter, de combattre, et de se mettre donc au service des peuples qui, comme eux, autrefois, sont aujourd'hui en train de traverser des moments d'oppression, des moments d'occupation, des moments de colonisation par d'autres pays beaucoup plus puissants. Ils se font quelque part, finalement, porte-voix de ceux qui leur ressemblent dans leur passé. Ils se font porte-voix, donc je vais dire des peuplades, des peuples, des territoires ou même des États aujourd'hui traités comme les plus faibles sur la scène internationale. À l'instar, par exemple, du Sahara occidental, mais également de la cause palestinienne. Donc je pense qu'il y a une fédération, une convergence, une réunion des convictions des personnes et des États, notamment décidés à rompre totalement avec la culture Prince, de l'impérialisme. je me permets de vous arrêter, vous qui êtes spécialiste des questions africaines. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que finalement, même le soutien des peuples à leurs deux capitales sur ces questions-là est important au regard de ce qui se passe notamment en Palestine occupée, où les génocides, comme vous voulez de le signaler, a fait, je rappelle, plus de 15 000 enfants martyrs. Et on voit dans les capitales occidentales aujourd'hui, qu'entre le peuple et les politiques, il y a un fossé. Oui, évidemment, les politiques n'osent pas suivre l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui sont des puissances qui s'assument, qui sont des puissances qui ne sont pas forcément dépendantes de l'extérieur. Il y a ce facteur. On a beaucoup d'États étant dépendants soit de l'Est, soit du monde occidental, qui n'osent pas prendre les devants. L'Algérie, l'Afrique du Sud n'étant pas forcément les pays les plus riches qui soient, sont des pays qui ont travaillé historiquement sur leur souveraineté et des pays qui atteignent un seuil de souveraineté acceptable, qui sont donc capables de pouvoir prendre des positions claires, nettes et justes et dire ce qu'ils pensent, contrairement à beaucoup de pays africains où beaucoup de personnes n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils pensent tout bas. Je pense que dans beaucoup de pays africains, on partage également le traumatisme des peuples sous oppression. Les peuples sont effectivement pour la liberté de tout type de peuple qui souffre dans le monde, en l'occurrence le peuple de la Palestine. Mais on sait que beaucoup de pays francophones ou d'autres sont par exemple dans les pays africains sous pression, soit de l'aide étrangère occidentale ou orientale ou des alliés du pays Israël. Donc quelque part on a peur des représailles internationales qu'on pourrait subir, on a peur du qu'est-ce qu'on en dit, et donc finalement les pays africains n'arrivent pas simplement à assumer une position qui est tenue quand même par la plupart des peuples qu'ils dirigent.
Très bien, Prince. Je viens vers vous, Sami Kaidi. On revient à l'actualité, on revient au dossier brûlant de l'actualité. Le génocide qui s'opère actuellement à Gaza, où on rappelle le nombre de martyrs est effroyable, mais surtout la machine de guerre ou la machine de mort sioniste se déploie sans merci. Est-ce que finalement, aujourd'hui, quand on voit la façon dont l'Afrique du Sud et l'Algérie sont en train de lutter au sein des instances internationale, l'Afrique du Sud d'un côté qui se concentre sur le volet juridique avec sa plainte à la CPI pour qu'il y ait génocide et l'autre côté, l'Algérie au sein du Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent qui pousse à l'intégration à part entière de la Palestine autant que membre de l'ONU. Est-ce que finalement les deux diplomaties, qu'on vient de le rappeler, nos deux intervenants qui ont ce passé commun, la lutte dans l'ADN, finalement sont complémentaires et on a presque l'impression qu'il y a eu des appels entre Alger et Pretoria pour dire moi je m'occupe de ce dossier, toi tu t'occupes de ce dossier. Alors, effectivement, ma consoeur, on observe une convergence et une complémentarité entre ces deux capitales, donc Alger et Pretoria. Vous avez parlé de la CPI, on peut aussi parler de l'action de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice, où elle vient de saisir une nouvelle fois cette cour pour exiger des mesures d'urgence. C'est la 4e fois depuis décembre 2023 que l'Afrique du Sud opère une telle action, pour exiger également de l'entité sioniste de se retirer de la ville de Rafah et de stopper immédiatement son action génocidaire qui a, comme vous l'avez bien cité, perpétré plus de un massacre horrible, un génocide qui a causé donc la mort de plus de 15 000 enfants et 35 000 martyrs de façon générale. En ce qui concerne l'Algérie a effectué un pressing incroyable au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis effectivement le 1er janvier 2024. Donc Alger est membre non permanent du Conseil de sécurité depuis cette date et en quelques mois, c'est-à-dire 5 mois, on a pu observer des actions très concrètes. Donc à l'initiative de l'Algérie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution, la résolution 27-28, qui exige un cessez-le-feu pendant le mois du Ramadan. Et qui a été adopté le 25 mars dernier. Le 10 mai, et suite au veto américain qui a eu lieu le 18 avril, Alger a permis à ce que le dossier de l'adhésion de l'État de Palestine soit présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et la résolution a été adoptée à plus de 143 voix, ce qui est honorable. Entre-temps, Alger a réussi à obtenir de nombreuses réunions, notamment à huis clos, pour parler de questions précises, notamment la question des fosses communes qui ont été découvertes et qui démontrent encore plus la responsabilité de cette entité barbare et sauvage qui est l'entité sioniste. Sami, je me permets de vous arrêter. Est-ce que ces actions que sont en train de mener aujourd'hui l'Afrique du Sud et l'Algérie en faveur de la Palestine et pour qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat à Gaza et que les Palestiniens puissent jouir de l'établissement d'un État à part entière en terre palestinienne. Est-ce que finalement ces actions peuvent être un antécédent pour d'autres causes comme la question du Sahara occidental ou encore la question des mémoires et des crimes coloniaux, parce qu'il est clairement état de fait ici de génocide, et des génocides ont été perpétrés en Algérie ou encore ailleurs en Afrique? Oui, tout à fait. Je vais même un peu paraphraser l'ambassadeur algérien aux Nations Unies qui est aujourd'hui depuis Caracas au Venezuela a rappelé que les deux causes sont intimement liées, la cause sahraoui et la cause palestinienne, dans la mesure où il s'agit dans les deux cas de figure d'une cause noble de décolonisation et de lutte contre une oppression qui est inacceptable. Aujourd'hui, au niveau mondial, il ne reste plus que 2 colonies, et en l'occurrence, il s'agit du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, et somme toute la Palestine. Et il convient de signaler que en droit international, il y a toujours jurisprudence, donc effectivement, ce qui est en train de se jouer actuellement en Palestine se jouera aussi au Sahara occidental.
Très bien, merci. Samy, je reviens vers vous, Monsieur Renissa. Alors finalement, cette complémentarité, est-ce qu'elle est importante sur le terrain des luttes aujourd'hui ? Elle est très importante et puis surtout stratégique quand on sait qu'effectivement aujourd'hui l'Algérie, aux côtés de l'Afrique du Sud, a pu apporter, même je dirais au lendemain de son adhésion et son vote plébiscite, notamment au sein du Conseil de sécurité, elle a apporté ce que peut-être le Conseil de sécurité n'a pas pu faire depuis des années, voire même depuis sa création, en tout cas sur la question palestinienne. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, cette complémentarité est bénéfique pour l'intérêt commun avant toute chose, puisque la satisfaction de ces deux États réside justement en leur capacité à réussir à faire aboutir justement les doléances, mais surtout les quêtes pour lesquelles elles croient d'abord intimement et dur comme fer, mais surtout aussi dans lesquelles elles s'engagent avec dévouement, avec détermination, mais surtout aussi avec sincérité, faut-il le rappeler, pour défendre encore une fois des causes justes, des causes notamment comme la question palestinienne, qui est d'ailleurs la plus ancienne question, dossier en tout cas, qui est sur la table et dans l'agenda du Conseil de sécurité, mais en même temps dans laquelle depuis 5 mois nous avons pu percevoir effectivement des résolutions et même un vote historique illustré par l'Assemblée générale il y a quelques jours à l'initiative justement de l'Algérie, qui n'a cessé justement de faire un travail de fond, un marathon diplomatique, une course contre la montre, puisqu'elle sait pertinemment que des vies humaines sont le prix, le lourd tribut qui est payé justement en échange. Donc c'est pourquoi elle a jeté tout son poids, toute son ADN, toute sa crédibilité, tout son aura aussi, et sa légitimité, puisque l'Algérie, rappelons-le, aux côtés justement de l'Afrique du Sud et à l'échelle africaine, mais aussi à l'échelle internationale, s'est hissée sur le sommet diplomatique mondial, et l'Algérie nouvelle est une Algérie écoutée, mais surtout une Algérie, je dirais, suivie, puisqu'elle a, je dirais, permis une espèce d'appel d'air, puisque ce que j'ai expliqué tout à l'heure en introduction, ces lignes qui ont bougé, c'est des lignes quand même qui avaient un ancrage idéologique parfois pour certains pays, notamment occidentaux, qui aujourd'hui se permettent de voter pour la résolution 27-28 pour le cessez-le-feu, mais pas que, même pour récemment au sein de l'Assemblée générale pour une adhésion à part entière de l'État palestinien. Donc oui, toute complémentarité et tout apport, ou je dirais toute addition ou somme des actions, qu'elles soient petites ou grandes, sont bénéfiques effectivement, non pas que pour la question palestinienne, mais aussi pour rendre justice au peuple, rendre justice aussi aux causes nobles qui sont parfois bafouées, parfois occultées, notamment les 2 colonies qui restent encore à ce jour existantes, à savoir le Sahara occidental et la cause palestinienne. Et pour cela, on a besoin effectivement de cette prise de conscience que l'Algérie et l'Afrique du Sud ont permis à travers ces actions nobles, dont on a un temps très court, je le rappelle, depuis janvier, donc en 5 mois, encore une fois je me répète, et c'est pas chauvin de ma part de le dire, mais plutôt par pur objectivisme, l'Algérie a pu faire avancer le Conseil de sécurité et même la communauté internationale en 5 mois, ce qu'elle n'a pas fait depuis sa fondation. Très bien, je viens vers vous, Prince Koya, à la lumière de ce que vient de nous dire, où je rebondis directement à ce que vient de nous dire Monsieur Renissa, finalement, sur cette complémentarité qui est importante pour les questions des dernières colonies, le Sahara occidental et la Palestine. Mais est-ce que finalement, cette vision des relations internationales, cette vision d'un Sud globalisé, des relations bilatérales de gagnant-gagnant, ne pourrait pas être finalement un modèle à suivre? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui aller vers ce nouveau modèle tant préconisé par Pretoria et Alger? Oui, c'est un modèle à suivre, c'est aussi le bon sens et c'est le respect du droit international. La charte de l'ONU est claire, c'est le principe, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc l'Algérie et l'Afrique du Sud, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ne font que prendre le lead finalement d'un mouvement qui répare quelque part les torts qu'ils ont vécus même dans leur passé, et donc ils se font le chef de file de tout type de mouvement de libération dans le monde. Donc en réalité, oui, il faut aller vers l'autodétermination de tous les peuples, qu'il n'y ait pas sur le globe, en Afrique ou ailleurs, des peuples sous quelque forme que ce soit, qui soient victimes d'oppression, qui soient victimes d'exploitation, qui soient victimes de suggestion de la part d'une puissance
quelconque. C'est même le principe d'humanité. Je pense que c'est un principe qui n'est pas seulement propre aux pays africains, mais qui est un principe qui devrait être universel et qui est l'un des principes de même beaucoup de grands pays dans le monde, comme la France, les États-Unis. Donc, ce sont des principes qu'il faut une fois appliquer. Il ne faut pas simplement les dire, il ne faut pas simplement les professer, mais il faut pouvoir les mettre en œuvre. Le principe d'humanité, de dignité de la vie humaine, de liberté et d'autodétermination, donc des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, une fois que j'ai donné mon avis sur ce principe qui pour moi est essentiel, ce que je vais dire, c'est que oui, l'Afrique du Sud et l'Algérie représentent quelque part ce microcosme de panafricanisme déjà, d'unité africaine sur la question de la diplomatie commune que nous avons toujours souhaité et que nous avons demandé au chef d'État de pouvoir avoir au niveau d'une diplomatie africaine commune. C'est un embryon qui prouve que quelle que soit la zone d'Afrique où nous nous trouvions, qu'on soit en Afrique du Sud ou en Afrique du Nord, qu'on soit un pays d'Afrique noire ou d'Afrique arabe, qu'on puisse effectivement prendre des décisions communes pour le bien des plus faibles d'abord et pour le bien également du continent tout entier. Et s'agissant du Sud global, c'est également un exemple, sachant qu'effectivement l'un de ces deux pays est membre quelque part des BRICS et l'autre pays est aspirant. C'est également un bon curseur, un bon marqueur, un bon exemple, sinon une bonne jurisprudence que ces pays donnent pour dire qu'à deux, si nous pesons autant dans des débats qui ont longtemps stagné, végété, imaginez ce que 55 pays africains peuvent réaliser ensemble et imaginez surtout ce qu'on appelle le Sud global qui reste encore hypothétique pourrait réaliser si enfin on concrétise l'effectivité de ce Sud global, c'est-à-dire si nous réussissions, c'est tout simplement l'imposition quand même des position de ce Sud dans toutes les plus grandes instances mondiales. Parce que 2 pays l'ont fait, donc imaginez ce que peuvent faire plus de 60 pays. Très bien, je viens vers vous. Bédis Khounissé, je vous pose la même question finalement. Quels sont ces mécanismes qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait un véritable élan autour de ces questions qui sont tant chères à Alger, à Pretoria et que répondre aux mauvaises langues qui disent finalement que la diplomatie sud-africaine et la diplomatie algérienne sont des diplomaties militantes? Les deux diplomaties ont beaucoup de similitudes et de similarités, à savoir un hyperactivisme, mais encore une fois, toujours pour l'intérêt commun et toujours pour l'action commune. Voilà. Donc, il y a un appel d'air, il y a un cap qui est donné à travers ces deux pays, encore une fois, qui tirent cette force de leur crédibilité respective à l'échelle du continent, mais aussi à l'échelle internationale. Mais il me semble très pertinent aussi de rappeler que au-delà de la complémentarité, il faut qu'il y ait un projet commun. Et c'est ce qu'on a retrouvé peut-être aujourd'hui, en tout cas les pays africains, mais pas que, d'autres pays. Vous avez parlé du Sud global, vous avez parlé justement des dynamiques, notamment des pays non alignés et d'autres groupements qui aujourd'hui, en tout cas à l'aune de l'émergence de ce nouvel ordre mondial, qu'il soit d'ailleurs politique, géopolitique, géosécuritaire et même économique, elle gagnerait aujourd'hui justement à s'unir, à unir leurs forces. Et c'est exactement ce que l'Algérie, en tout cas pour sa part, œuvre ardemment et d'une manière très sincère, mais surtout aussi très constructive. Il faut revenir peut-être aujourd'hui, ne serait-ce qu'au discours du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le biais du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a évoqué cette nécessité effectivement de rassembler nos forces. Il a évoqué aussi à l'occasion justement du sommet arabe de réformer ce groupement, cet espace, au même titre que d'autres espaces comme l'espace africain, pour un projet panafricaniste noble, louable, mais surtout aussi qui sert les intérêts communs et non pas des intérêts étroits comme certains pays ont voulu en tout cas l'extirper. Je rappelle aussi un jalon très important dans lequel l'Algérie et l'Afrique du Sud ont joué et ont pesé de tout leur poids, à savoir, rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, cette tentative d'infiltration et voire même d'accaparement de l'Union africaine par l'entité sioniste. Donc l'Algérie et l'Afrique du Sud se sont dressés vent debout pour pouvoir justement ne pas permettre ce projet sibyllin qui a été d'ailleurs porté par un pays pion, notamment qui œuvre contre justement les intérêts des pays africains et contre d'ailleurs les intérêts communs. Donc effectivement, il y a une transposabilité justement des efforts à faire valoir, mais il y a aussi une synergie à faire créer. Et je pense qu'aujourd'hui, toute modestie gardée, l'Algérie et l'Afrique du Sud ont toute cette, je dirais, cette énergie, mais surtout aussi les mécanismes qu'il faut, à savoir, comme j'expliquais, s'articuler autour
d'un projet, autour d'une vision, autour d'un rendement beaucoup plus important à l'échelle de l'espace arabe pour qu'il soit un poids ou un contrepoids, un rapport qui crée un rapport de force, notamment avec l'Occident, mais aussi l'Afrique avec le nord occidental, et de même, en fait, pour qu'on puisse effectivement, à travers ces synergies, créer aussi une force économique, une force sécuritaire, et permettre, encore une fois, à revenir au point cardinal qui est recouvrer la souveraineté de la décision politique, y compris à l'échelle de l'Union africaine, où nous avons vu effectivement parfois pour certains États, par manque de crédibilité, et là je reviens sur un point fondamental que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir les peuples. Qui dit peuple dit société civile. Quand on sait qu'aujourd'hui, à l'ère nouvelle justement de la gestion politique et de la gouvernance, souvent la politique générale tire son essence et souvent elle est le prolongement justement de l'orientation du cap donné par cette société civile. Donc c'est pourquoi le poids de la société civile aujourd'hui africaine est aussi important dans cette complémentarité pour qu'il puisse donner justement le là, mais surtout aussi donner une vision commune parce que quoi de mieux que le dénominateur commun du peuple africain pour pouvoir porter les politiques générales des États pour qu'elles convergent vers l'intérêt des peuples, vers l'intérêt justement de ce continent et vers l'intérêt de toute quête louable, positive, constructive qui permettrait effectivement de changer ce monde vers un monde meilleur, un monde plus en paix. Très bien, merci. Renissa, on va revenir justement sur ce point de l'Union africaine et de la lutte commune entre Alger et Pretoria. Mais avant, j'aimerais vous présenter un invité que j'ai l'honneur ce soir de recevoir en chair et en os. Gamal Abina, bonsoir. Merci de nous honorer de votre présence ce soir. Tout l'honneur est pour moi, vraiment. Vous êtes un habitué de Cap sur l'Afrique. Je reviens vers vous dans un petit instant. Sami Kaïdi, comme vient de le préciser, Badis Renissa, au sein de l'Union africaine, c'est un véritable axe de lutte qui est mis en place par Alger et Pretoria, notamment pour contrecarrer les plans expansionnistes de l'entité sioniste qui veut aujourd'hui devenir membre observateur de l'Union africaine. Un statut qui lui a été, cela dit, accordé en catimini par le président de la Commission africaine, Moussa Faki. Comment est-ce qu'aujourd'hui, aux côtés de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, d'autres pays peuvent se mobiliser pour empêcher cette expansion qui est réelle, même sur les terres africaines ? Alors tout d'abord, il faut noter que l'entité sioniste a l'habitude d'utiliser son cheval de Troie favori au sein de l'Union africaine, qui n'est autre que le Maroc. Et il convient de le souligner que par moment le ver est à l'intérieur du fruit. Mais malgré cela, la mobilisation générale et l'éveil des consciences, et effectivement cet axe Alger-Pretoria a permis de déjouer le complot et a expulsé la délégation de l'entité sioniste au sein de l'Union africaine. Délégation qui a par ailleurs tenté à plusieurs égards de s'introduire et de faire passer son agenda au sein de cette organisation panafricaine. On constate par ailleurs, sinon, pour répondre à votre question, que de plus en plus de pays rejoint l'axe Alger-Pretoria, et pas qu'au sein de l'Union africaine, on le voit aussi au sein de l'ONU, parce que l'Algérie a proposé un projet ambitieux de réforme structurelle des Nations Unies, et ceci dans la mesure où malheureusement l'organisation des Nations Unies n'est plus représentative. On a pu le constater avec la question palestinienne, où malheureusement un certain nombre de pays, une minorité de pays, a utilisé son droit de veto pour bloquer toute sortie ou toute solution à ce drame, un des plus grands du XXIe siècle. Il y a aussi un point qui me revient à l'esprit. L'action ambitieuse de l'Algérie au sein des Nations Unies n'est pas que par une posture diplomatique, elle l'est aussi par des actes concrets. Et il convient de rappeler que l'Algérie a octroyé la somme de 15 millions de dollars à l'UNRWA, et c'est un élément qui est déterminant aussi pour la suite,
des événements. Il y a une mobilisation cruciale du Sud global et on a pu l'observer au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies qui est pour le coup beaucoup plus représentative que le Conseil de sécurité. Très bien, merci Sami Kaidi. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce plateau de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux questions africaines. Et ce soir, on se penche sur l'axe Alger-Pretoria ou l'axe de la résistance face à l'impérialisme, mais aussi à l'expansionnisme sioniste sous toutes ses formes. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné de Gamel Abina qui me rejoint sur ce plateau pour la première fois depuis le début de Cap sur l'Afrique. Alors Gamel, on va revenir justement à cet axe. Nous, on le qualifie d'axe de la résistance, mais de l'autre côté, on qualifie l'axe Alger-Pretoria de l'axe du mal. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les relations entre Alger et Pretoria et cette diplomatie de la résistance font aussi peur que ça à l'Occident ou encore à l'entité sioniste et à leurs alliés, en particulier à leurs alliés sur le continent africain? Alors bon, les alliés ne sont pas nombreux maintenant, il y a un reflux évidemment, et c'est normal, hein. Face à la barbarie que subissent le peuple palestinien, ils ont reculé. Alors il faut se rappeler qu'historiquement, les sionistes avaient quand même une vraie lancée de 60 à 73, où beaucoup de pays africains ont pris des relations avec eux, avaient commencé à négocier, parce qu'ils ne se rendaient pas compte de la dimension ultra-violente et surtout ultra-colonialiste que représente la conquête de la Palestine par l'Occident, parce que finalement, les sionistes, c'est l'Occident. Et après 73, quand il y a eu les guerres de 73, ça a complètement changé. Les relations ont été rompues, et au fur et à mesure, l'État sioniste a essayé de renouer des relations en passant par des méthodes assez vicieuses, passer par la collaboration économique, les conseils, par exemple, en matière de crise sanitaire, ça a été fait récemment, mais surtout le fait de dire qu'ils ont une expertise dans tous les domaines pour séduire les Africains, expliquant mais pourquoi vous vous alliez à ces Arabes finalement, en essayant de créer un clivage entre les Noirs et les Arabes, alors qu'il y a beaucoup d'Arabes noirs évidemment, c'est pas une couleur de peau l'arabité, et donc ils ont essayé de créer ce clivage dans le but effectivement de nous diviser. Alors au départ ça a marché quelque peu dans quelques pays comme par exemple l'Éthiopie il y a un temps, à l'époque où il y avait la dictature qui précédait Abiy Ahmed, on l'a vu aussi dans pas mal de pays en Angola. Donc c'est vrai que cette façon de caractériser les relations... Je me permets de vous arrêter de faire un point sur l'Éthiopie. Je rappelle que bon nombre de Juifs éthiopiens qui ont été les falachas qui ont été déportés en terre palestine occupée pour devenir des citoyens israéliens ont été traités de la pire des manières, preuve de la société de classe au sein de l'entité sioniste. Je vais plus loin encore, je vais utiliser un terme très violent qui correspond à la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ethno-racialisme. C'est-à-dire que le rapport, c'est de se dire on est d'abord le peuple élu, bon ça on connaît ce genre de divagation, et après on dit le peuple élu il doit être un peu blanc quand même, donc les juifs qui ne sont pas européens, je parle qui ne sont pas ashkénazes, les juifs arabes, orientaux et les africains, pire encore, sont considérés dans un système de caste comme étant inférieurs. On met en bas de l'échelle, ça rappelle d'ailleurs beaucoup d'abord la colonisation française, l'européen, le juif après Crémieux, le berbère, le kabyle soi-disant, et après le musulman, parce qu'on distinguait en plus les musulmans entre eux. Eh bien là c'est pareil, mais ce qui est sûr c'est que cette façon de caractériser le bien et le mal, c'est un peu le principe de Bush qui parlait de l'axe du mal, en prétendant que lui était l'axe du bien, on revient un peu sur du messianisme, et en même temps ils veulent dire que l'axe Pretoria-Alger, qui est le front de la résistance, qui est le front de la justice, on parle de justice, ce front-là pose problème. Pourquoi ? Parce que l'Algérie était le principal soutien de la libération contre la barbarie raciste sud-africaine. Il ne faut pas l'oublier. Avec la Libye, évidemment, avec l'Iran, avec les pays, comme par hasard aujourd'hui, qui sont détestés. Il y a toujours un point commun. Et ces pays luttaient contre le racisme. Et encore une fois, en Palestine, la question du racisme intervient. On l'entend bien. Quand on parle d'un niveau humain, en parlant des Palestiniens arabes, on les considère comme des sous-hommes. Eh bien, ces pays ont compris la problématique et ont su, avec brio, c'était dit par votre précédent interlocuteur, faire en sorte de faire blocus face au retour de l'entité sioniste qui passe par la petite porte. Et puis, ce qui est pire dans tout ça, vous savez, c'est quoi ? C'est que qui a voulu, après la mort de l'OUA, le retour d'une Union africaine? Qui était à l'initiative de ça? C'est feu Muammar Kadhafi, paix à son âme. C'est lui qui a créé ça. Et évidemment, dans son esprit, jamais dans son esprit, les sionistes n'auraient pu mettre les pieds dedans. Eh bien, ils passent par la petite porte. Ils ont même essayé de passer en force récemment, mais fort heureusement, il y a eu l'axe Alger, évidemment l'Afrique du Sud, le Nigeria, il faut le noter, et surtout l'Égypte. Ça a été une surprise. L'Égypte s'est positionnée de façon radicale contre cette présence-là. Et c'est normal. Au nom de quoi ces sionistes qui martyrisent les peuples de Palestine, qui maltraitent leurs felacha, prétendent aujourd'hui devenir la lumière, entre guillemets, de l'Afrique? On ne peut pas l'accepter.
Très bien, justement, Gamal Abina, vous venez de toucher un point très important. Aux côtés de l'axe Alger-Pretoria, il y a un autre acteur qui est très important. Bédis Renissa, je pense que vous allez pouvoir répondre à cette question. Aujourd'hui, le Nigeria, ou sa capitale Abuja, aux côtés d'Alger et Pretoria, commence à rejoindre cet axe de la résistance, notamment sur les questions économiques avec la ZLECAf et d'autres projets. Est-ce que finalement, c'est les projets économiques qui vont apporter le brillant, qui vont marquer les années d'or finalement de ces axes, après avoir marqué le terrain diplomatique? Vous avez évoqué effectivement le Nigeria, qui est un très bel exemple, très concret, à savoir comment les lignes bougent, notamment l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria qui ne croyait quasiment plus à la CEDEAO, qui ne croyait plus en tout cas à sa souveraineté et sa prise de décision. Nous avons vu avec les péripéties qui se sont produites, notamment sécuritaires, mais surtout aussi les putschs au niveau des pays du Sahel, dans lequel la CEDEAO avait pris part corps et âme, sous injonction de certains pays comme la France. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement le Nigeria, parfois, avait tendance à essayer de croire en autre chose qu'effectivement ce qui lui a été peut-être induit en erreur aussi, puisque finalement le cap était mauvais. Donc le Nigeria aujourd'hui, au même titre que d'autres pays, souhaite, je reviens sur la notion de l'intérêt commun, sur la notion aussi de l'Afrique, non pas l'Afrique qui est montée contre les autres pays ou contre le monde, mais l'Afrique en complémentarité avec le monde, qui pourrait justement jouer un rôle prépondérant, notamment, vous l'avez évoqué, sur l'aspect économique, puisque rappelons-le, c'est le continent le plus riche au monde, mais qui est peuplé du peuple le plus pauvre du monde, paradoxalement. C'est pour dire qu'effectivement, il y a une richesse d'abord du capital humain lui-même, puis une richesse naturelle qui émane de ces terres ancestrales et qui aujourd'hui devrait être pris par des locomotives, notamment d'abord politiques, mais aussi économiques, comme Pretoria, comme Alger, comme Abuja, mais comme aussi d'autres pays qui aspirent justement à sortir du diktat du projet néocolonialiste, mais aussi du diktat aujourd'hui du monde dans lequel nous vivons, à savoir le rapport de force et l'axe du mal et l'axe du bien, effectivement, où on est stéréotypé, on est clivé par justement ces positions et ces postures qui sont parfois des postures nobles, finalement, des postures humaines. Aujourd'hui, quand on évoque la diplomatie algérienne, la diplomatie sud-africaine, c'est des diplomaties, encore une fois, qui mettent au cœur du centre, du cœur du réacteur, je dirais, de la décision politique, notamment commune, le peuple et les peuples et l'intérêt des peuples, notamment africains en priorité, mais également au même niveau, les causes justes, les causes comme la cause palestinienne, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Donc, mais bien évidemment, cela dérange à plus d'un titre, puisque l'Algérie, ce que j'expliquais tout à l'heure, s'est hissée malgré certaines je dirais, agissements et actions hostiles de certains pays, notamment l'entité sioniste à travers ses pions dans la région, s'est hissée sur le sommet de la diplomatie mondiale. Elle est écoutée, elle a un aura, elle a une marge et une latitude d'action qui est beaucoup plus importante et amplifiée en un temps encore très court, puisqu'aujourd'hui elle est au sein du Conseil de sécurité. Elle a beaucoup apporté, elle a accentué le rendement de ce Conseil de sécurité, elle a accentué aussi le rendement de la Ligue arabe, comme au même titre que l'Union africaine. Donc ce sont là des vecteurs, si vous voulez, de dynamique significative qui permettraient justement non seulement de faire émerger, rayonner le continent africain et les causes nobles, mais également aussi créer un rapport de force, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui soit d'ailleurs politique, géosécuritaire. Rappelons-le aussi que c'est des pays qui luttent contre le terrorisme, contre le crime international de tout genre et le trafic humain, notamment avec l'immigration clandestine. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement cela dérange à plus d'un titre, puisque il n'y a plus cette condescendance, ce monopole du Nord sur le Sud, est un Sud aujourd'hui, nous vivons un Sud qui est en train de s'émanciper, s'affranchir, mais encore une fois qui est en train de se structurer à travers des éléments majeurs et acteurs prépondérants dans l'équation régionale, continentale et internationale, à savoir l'Algérie, Pretoria, et y compris aussi d'autres pays comme le Nigeria. Très bien, Monsieur Renissa. Je viens vers vous, Prince Koya. Il y a un moment, Bédis Renissa, justement, a commencé à nous parler de cette séparation qu'on a mis en place entre le nord du continent et le sud du continent comme étant quelque chose, une fatalité de l'histoire, une fatalité de la géographie avec lesquelles les peuples africains doivent vivre. Mais finalement, quand on voit les relations entre Alger, Pretoria et l'axe
Alger, Pretoria, Abuja, on se rend compte finalement que ce n'est que des oui-dire, ces prétendues séparations, et qu'on peut aller vers un panafricain réel à condition que nos visions du Sud globalisé et d'une Union africaine telle que dessinée par les pères du panafricanisme est mis en place, n'est-ce pas? Désolée pour la longue introduction. Je crois que Prince n'est pas avec nous, mais... Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Prince. Oui. Donc, j'étais en train de dire que ce n'est pas un hasard. On a l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte. En réalité, ce sont les 4 premières puissances économiques du continent africain. Donc, ce sont les 4 locomotives d'un point de vue financier, économique, qui se rassemblent. Et je pense que finalement, vu la puissance, non seulement militaire, mais aussi financière de ces pays, ils peuvent constituer également, effectivement, des vrais locomotives pour aboutir non seulement à une Afrique unie, parce que l'Afrique doit intégrer le Sud global dont on parle déjà de manière également unie. Parce que l'Afrique, vous l'avez dit tout à l'heure, pas en rang dispersé de manière habituelle. Et il faut vraiment construire cette unité africaine, unité d'idées, unité de pensée, mais également unité d'action. Et pourquoi pas sur la base enfin de l'entente entre les grands piliers militaires et financiers des pays africains, que sont ces 4 pays cités. Et puis, il faut rappeler que le Nigeria a toujours milité, commence depuis 5 ans, 10 ans à militer en tout cas pour cette réunion des forces africaines, pour affirmer la souveraineté africaine et pour défendre les intérêts africains et des plus faibles sur la scène internationale. On se rappelle que lorsque l'Afrique a dit non au financement du budget de l'UA par l'Union européenne, c'est le président nigérian qui a proposé que 0,2% de tout ce qui était importation hors Afrique soit versé au budget de l'UA pour atteindre cette souveraineté budgétaire sans laquelle aussi on ne peut pas vraiment s'afficher. Vous avez dit tout à l'heure dans un exemple, l'Algérie a fourni 15 millions à l'UNRWA. Pour le faire, il faut avoir aussi les moyens. Le problème aussi des pays africains, c'est qu'au-delà de ce qu'on veut, au-delà de ce qu'on souhaite, nous ne nous dotons pas suffisamment de moyens pour assumer nos positions, moyens financiers, de moyens militaires. Donc je pense qu'il faut quand même travailler d'un commun accord entre ces pays, mettre en commun les biens, tirer les autres pays vers le haut, asseoir des positions communes, savoir comment les financer, savoir comment les mettre en œuvre, parce que c'est toujours là où le bas blesse. En ce moment-là, l'Afrique parlerait d'une même voix, rejoindra le Grand Sud. Le Grand Sud deviendrait beaucoup plus puissant avec des projets structurants, des projets clairs, des prises de position diplomatiques également claires qui pourront peser finalement dans le débat diplomatique mondial parce que l'Afrique et le Sud global ont totalement leur place. La vraie question, c'est de savoir comment est-ce que nous assumons publiquement cette place et quels sont les moyens de puissance dont nous nous dotons pour justifier finalement cette place de mastodonte qu'on nous reconnaît toujours, mastodonte en termes de territoire, en termes de population, mais que nous ne sommes pas parvenus encore pleinement à assumer à cause de la division qui nous a minés et à cause des faiblesses que nous avons traînées pendant tout ce temps. C'est donc un très bel exemple que ce soit quasiment les 4 premières puissances économiques qui prennent le lead. Je viens vers vous, Sami Kaïdi, à la lumière de ce que vient de nous dire Prince Koya sur notamment l'aspect sécuritaire et la nécessité d'être indépendant sur ce volet. Quand on sait qu'aujourd'hui, le Maroc a signé des accords sécuritaires avec l'entité sioniste, est-ce que finalement ce n'est pas encore une fois, en plus de tous les autres accords économiques avec l'Union européenne ou encore les accords de pêche sur les terres illégaux, sur les terres sahraouis, ce n'est pas encore une fois une façon pour les régimes relais de l'Afrique d'abdiquer à la puissance sioniste, mais surtout d'apporter le mal finalement aux portes de l'Afrique et de régions stratégiques en Afrique. Oui, tout à fait. Comme je l'ai
précédemment stipulé, le Maroc est le meilleur cheval de Troie de l'entité sioniste dans la région et porte par conséquent une menace à la sécurité de la région, à la stabilité des nations, parce que la sécurité est un élément fondamental pour la préservation de la souveraineté et c'est d'autant plus ça exacerbe aussi les tensions dans l'ensemble de la sous-région et c'est ce qui est très très grave dans la mesure où les solutions africaines devraient normalement être trouvées que en interne, c'est-à-dire qu'entre Africains et loin de toute forme d'interférence et d'ingérence. Il y a aussi un petit point qui mérite d'être souligné, c'est que des pays comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud et comme le Nigeria proposent en l'occurrence une voie différente, complètement différente, c'est-à-dire une voie pleinement souveraine, pleinement autonome et pour le bien au final du continent africain. Preuve en est récemment le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait annoncé l'octroi de la somme de plus d'1 milliard de dollars pour le développement du continent, c'est-à-dire pour pouvoir faire, enfin pas faire, mais financer, voilà, des projets soit au Niger, pour le Mali, Sahel, 1 milliard de dollars pour le Sahel. Ça a été annoncé à l'occasion de la conférence annuelle de l'Union africaine. Tout à fait, qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Et là, on voit une autre dimension, et celle de la conjugaison de l'ensemble des efforts africains pour l'Afrique et non pas comme le Maroc qui malheureusement a confié les clés de sa propre de sa souveraineté à l'ennemi sioniste. Très bien, ce depuis longtemps, ce n'est pas récent. Cela fait plusieurs décennies que le Maroc s'acoquine avec l'entité sioniste parce que les deux sont des régimes qui violent constamment le droit international, qui violent la légitimité internationale en occupant illégalement des territoires et en oppressant leur population. Très bien, merci Samy. Et pour ajouter à ce que vous dites sur justement ces relations entre l'entité sioniste et le Maroc, on se souvient, on peut se rappeler des enregistrements, notamment du roi Hassan II à l'occasion de la guerre arabe contre l'entité sioniste. Je viens vers vous, Gamel Abinaï. J'aimerais aussi votre avis sur ce point des disparités. Pas des disparités d'action, mais de ces prétendues impossibles unions entre le nord du continent et le sud du continent. Est-ce que finalement aujourd'hui, ça fait partie de cet héritage colonial, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont aussi joué sur ces questions-là, que ce soit en Algérie, on a vu au Rwanda, ça a conduit à un génocide et à la mort de plus d'1 million de personnes. Est-ce que finalement cette prétendue union impossible des États africains est aussi un héritage colonial contre lequel on doit se battre aussi? Avant l'arrivée de l'Occident, il n'y a pas de guerre entre pays africains, ça n'existait pas du tout, il faut être très clair. Il y avait quelques batailles comme ça entre villages, quelques petites guéguerres, mais ça n'allait pas bien loin, il n'y avait pas de conquête surtout, sauf dans le nord évidemment. Mais ce qui s'est passé, c'est que les ethnologues occidentaux qui sont arrivés pour classifier, on était dans l'ère à l'époque de la rationalisation, de la classification des races, au XIXe siècle particulièrement, ont créé un concept nouveau qui existait déjà avant. Le racisme existait en Espagne andalouse quand ils ont chassé les Arabes et les Juifs d'ailleurs en l'occurrence, quand ils ont réduit l'esclavage, ces malheureux Indiens. Mais après, ils ont voulu donner une dimension non pas religieuse, puisque c'est sur la religion qu'ils se sont basés au départ, mais une dimension scientifique. Donc ce fameux racisme scientifique est arrivé, et là on est arrivé dans quelque chose d'ignoble qui est le concept de l'ethnologie. Donc le fait de dire qu'il y a des peuples qui seraient différents d'autres peuples, et qui auraient une pureté raciale, c'est arrivé jusqu'en 1945, on le sait, et c'est une façon de dire à ces peuples, divisez-vous. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée des Occidentaux, par exemple pour prendre l'Afrique du Nord, simplement, il n'y avait pas de différence entre le berbère et l'arabe,
si ce n'est la langue et la culture. Mais ils ne se montraient pas du doigt parce qu'ils se sentaient un point commun, un tronc commun, parce qu'on est un peuple commun. Eh bien, pour l'Afrique, c'est pareil. L'arabité, par exemple, n'est pas une couleur de peau, c'est une culture. Et le fait de faire une distinction entre le berbère, l'arabe et l'africain subsaharien, c'est rentrer dans le piège des ethnologues qui, finalement, sont des ethnocides. Ils ont créé les conditions pour créer ces fameux génocides dont on parle beaucoup. Et quand on voit ce qui s'est passé au Rwanda, c'est quoi le Rwanda? C'est les Belges qui contrôlaient ce territoire et qui ont, comme chez eux, qui avaient des problèmes entre les Wallons et les Flamands, créé des distinctions entre le même peuple. Alors évidemment, wallon-flamand, c'est deux langues différentes, mais c'est le même peuple. Et bien, ils ont fait ça là-bas et malheureusement, ça a fonctionné. Parce qu'on a fait croire qu'il y avait un peuple supérieur à l'autre et encore une fois, il y a l'idée de racialité, alors que ça n'a aucun sens humainement parlant, les races n'existent pas scientifiquement, il n'y a que les ethnies. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si l'Afrique est divisée, c'est parce que les Occidentaux l'ont divisée. Avant, il n'y avait pas cette division, on travaillait ensemble, il y avait de grands empires subsahariens qui côtoyaient les grands empires nord-africains. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, ce qui est positif, c'est que l'extrême nord de l'Afrique, l'Algérie en l'occurrence, a fait liaison avec l'extrême sud de l'Afrique, l'Afrique du Sud, et que ces deux peuples qui n'ont culturellement rien de commun ont compris qu'ils avaient un destin commun et un continent commun. Et qui sont très loin l'un de l'autre, ils sont à 7000 km. 7000 km, mais ils ont un passé commun. La colonisation, la barbarie coloniale, le racialisme. Et d'ailleurs, quand l'Afrique du Sud prend fait et cause pour la Palestine et dénonce l'idée qu'il y a en Palestine un apartheid, parce qu'il est réel, c'est la séparation des peuples et des ethnies, eh bien l'Afrique du Sud est experte en la matière et elle a raison de le dénoncer. Eh bien l'Algérie de même, qui a subi cet apartheid, il existait en Algérie, il ne faut pas l'oublier, on ne le disait pas comme ça, mais il y avait bien un statut d'indigénat, il y a bien le code noir qui existe en Afrique. Toute cette convergence de vues occidentales a fait la division des peuples. Aujourd'hui, on doit dépasser cela et on doit faire en sorte que l'Afrique redevienne unie. Et là, je reprends une chanson connue de Bob Marley, Africa United. Moi, à mon tour, je reprends une chanson et je dis Ana Houra fil Jazair, comme l'a dit si bien Maryam Bakeba. Très chers téléspectateurs, on arrive déjà à la fin de le temps qui nous est imparti et je tiens à remercier tous les invités qui étaient avec moi ce soir. J'étais donc accompagnée ce soir en plateau de Gamel Abina, expert des questions internationales, mais j'étais également accompagnée de Badis Renissa, expert des questions internationales, de Sami Kaidi qui m'a rejoint depuis Pékin. Il est journaliste, mais aussi de Prince Koya, expert des questions africaines. Très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al 24 News et à très vite.